Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Riquier et nous allons parler d'échographie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com. Dans la rubrique blog, vous aurez accès à d'autres cours gratuits ainsi que des podcasts. N'hésitez pas également à nous mettre un petit like et à partager ce podcast s'il vous a plu, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel interview de cette rentrée, c'est le premier de la rentrée. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Riquier qui va se présenter juste après. Avant ça, comme d'habitude, je vais me présenter en premier. Je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kinésithérapeute et je travaille pour GMK. Je suis gérant et dans le cadre de GMK, on organise des formations, on organise des cours et je vais interviewer des gens qui ont la gentillesse de vouloir partager et discuter avec moi. Donc, dans mes conflits d'intérêts, c'est toujours important de les annoncer, j'ai ce gros conflit d'intérêts avec GMK. Voilà, mais trêve de bavardage. Je vais peut-être laisser à mon invité le soin de se présenter. Donc, bonjour Sylvain. Bonjour Mathieu et merci de me recevoir en tout cas pour ce podcast. Donc je vais me présenter, je suis kinésithérapeute depuis plus de 18 ans, ostéopathe et Credential MDT méthode McKenzie. Donc j'ai fondé en 2002 l'école de la santé du dos, c'est un centre de formation pour patients. Je suis titulaire également de 2 diplômes universitaires, un en anatomie appliquée à l'imagerie médicale et à l'examen clinique, et un autre en nutrition et diététique. Donc depuis 2011, j'intègre dans ma pratique l'utilisation de l'échographie pertinente en physiothérapie. Et donc, j'ai créé à la suite de ça en 2016 l'Institut Physio-Échographie Fonctionnelle afin de former mes confrères et mes consoeurs à partir de mes connaissances et de mon expérience. Et à la suite de ça, on découlait les actes de physioscopie et de thérapie manuelle. Donc depuis 2013, j'interviens dans des colloques et dans des congrès comme les JFK ou OMT France, l'association française McKenzie, Réeduca aussi. Et je suis donc membre des sociétés savantes suivantes, donc de la North American Spine Society, la Société française de radiologie et d'imagerie musculo-squelettique, ainsi que l'association française McKenzie et de la Société française de physiothérapie. Ok, super. Donc si je comprends bien, tu as un exercice qui est mixte puisque tu vois des patients, donc tu as toujours une activité clinique et tu as également une action de formation. J'en arrive à ma question du coup concernant les liens d'intérêt puisque j'imagine que tu en as avec tout ce que tu as dit précédemment. Donc mes liens d'intérêt sont l'Institut Physio-Échographie Fonctionnelle puisque je suis moi-même le responsable de cette formation. Et je donne aussi de temps en temps, je participe donc en tant qu'assistant au cours de l'Institut McKenzie France. Ok. Merci pour cette présentation et on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous l'avez compris, le thème de cet échange aujourd'hui, c'est l'échographie. On va parler de tout cela et Sylvain va nous expliquer la différence avec la physio-échographie fonctionnelle. Ensuite, comme d'habitude, on parlera de questions d'actualité, même si on est au mois d'août et que l'actualité est un petit peu moins vivante à ce mois-là. On va avoir une année chargée en plein de choses, parce qu'il va y avoir pas mal de congrès en France et pas mal de petites choses qui vont, j'espère, bouger. Et enfin, il y aura les fameuses questions bonus. Donc on va commencer par une question simple, je pense qu'il peut être assez compliqué, parce qu'on va rentrer dans le domaine de la technique, mais est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est que l'échographie ? Donc l'échographie, c'est avant tout une technique d'imagerie en fait qui emploie donc des ultrasons et donc un échographe, ça se compose de différents éléments dont la sonde qui est vraiment la chose importante parce qu'elle permet de transformer donc les informations collectées en images. Elle permet donc l'émission donc et la réception donc d'ultrasons. On a besoin aussi de consoles de commande pour saisir les données, d'un logiciel justement pour traduire les données ultrasoniques donc en images, un moniteur et un système d'enregistrement de données tel qu'une impression papier ou numérique. Donc l'élément de base de l'échographie, donc c'est une céramique piézoélectrique qui est intégrée donc dans la sonde, mais qui est soumise à des impulsions électriques. Eh bien, ça va générer des ultrasons.
Les échos en fait sont ensuite captés par cette céramique et elle joue aussi ce rôle de récepteur. Elle va être appelée d'ailleurs transducteur ultrasonore. Et donc cette barrette a une densité de piézoélectrique qui peut varier. Et donc évidemment, plus il y a une densité de piézoélectrique, plus la résolution de l'image sera de qualité. Les sondes, elles varient aussi en fonction de leur fréquence. Donc de différents niveaux de fréquence, de basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Pour le kinésithérapeute, en général, il va utiliser donc une sonde de moyenne fréquence et parfois de haute fréquence qui peuvent atteindre jusqu'à 22 MHz, notamment pour visualiser des structures qui sont vraiment inframillimétriques. Il va utiliser aussi cette fonction, la fonction Doppler, à la fois pour étudier les flux vasculaires, notamment pour donner un exemple de pathologie, le syndrome thoraco-brachial, mais aussi pour étudier le niveau d'inflammation locale de tissu mou grâce au Doppler énergie. Ok, et du coup, je t'ai entendu parler précédemment d'échoscopie, d'échographie, et ma question, parce que pour moi c'est pas très clair, comme c'est quelque chose que je maîtrise pas, c'est quoi la différence entre l'échoscopie et l'échographie ? Alors effectivement, il y a quelques données différentes. L'échographie médicale, donc ça entraîne en fait des obligations. En fait, c'est un acte qui est totalement standardisé et quantitatif, avec une prise de marqueur vraiment précise et qui va être remise au patient par l'intermédiaire d'un compte-rendu de la structure et de l'organe identifié. Et ceci dans le cadre d'un diagnostic médical. Le radiologue, d'ailleurs, va l'illustrer par quelques images de bonne qualité. En somme, c'est ce qu'on reçoit, nous, quand on reçoit un patient et qu'il a un rapport classique. Exactement. D'ailleurs, cet examen il va être objectivé et éventuellement pris en charge grâce à une classification commune donc, des actes médicaux. Et il est effectué en général donc, par un radiologue, mais aussi par chaque professionnel de santé selon leur spécialité, c'est-à-dire des cardiologues, des gynécologues, des anesthésistes, des réanimateurs, des urgentistes et des médecins généralistes également. Mais également aussi des sages-femmes. Donc ça, c'est vraiment l'échographie. Alors, l'échoscopie, c'est un petit peu différent parce qu'à l'instar du stéthoscope et du tensiomètre, en fait, c'est l'utilisation de l'échographe afin de pouvoir compléter un diagnostic clinique et en améliorer la stratégie thérapeutique en temps réel. Alors ça, c'est un examen qui est non standardisé, il est plutôt qualitatif et par contre, il est non pris en charge, actuellement en tout cas par l'assurance maladie. Et donc en plus des professionnels précités, d'autres professionnels de santé comme les kinésithérapeutes sont aujourd'hui habilités à pratiquer l'échoscopie. Et pour ces derniers, d'ailleurs, le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a rendu un avis en mars 2015 qui rappelle que le kinésithérapeute est habilité à pratiquer l'échographie dans le cadre de l'élaboration de son diagnostic kinésithérapique et de la mise en œuvre de ces traitements mentionnés suivant le Code de la santé publique, sous réserve d'y avoir été formé. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs très très important. Et de même que dans le cadre d'un protocole de soins, les infirmiers peuvent utiliser aussi l'échographie. Je vais donner un exemple, c'est la pose de voie veineuse par exemple. Du coup, si je suis ce que tu viens de me dire, à la question qui peut en France pratiquer l'échographie, on est d'accord que par définition, c'est que le médical et les sages-femmes. Les kinés n'ont pas le droit. Exactement, les kinésithérapeutes font de l'échoscopie en fait. Ok, donc quand on voit le terme échographie sur un document de formation, c'est de l'échoscopie normalement. Exactement. Une échographie veut dire forcément un compte-rendu avec une prise en charge sécurité sociale. L'échoscopie, c'est un complément du diagnostic clinique sans compte-rendu et non pris en charge par l'assurance maladie. Du coup, quelles sont les formations possibles pour se former à l'un et se former à l'autre ? Alors, pour en revenir aux médecins, en fait, les médecins, d'après un article qui est donné dans le Code de la déontologie médicale, en fait, tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler les prescriptions dans les domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Ça veut dire qu'en fait, tous les médecins sont habilités à pratiquer l'échographie. Un seul impératif, c'est pour pratiquer, il faut être formé. Donc concernant les indications d'examen d'imagerie, par exemple, il y a une liste qui a été destinée à guider le praticien vers l'examen le plus adapté à la pathologie explorée. Et d'ailleurs, elle a été dénommée le guide de bon usage de l'imagerie médicale. Elle a été éditée d'ailleurs par à la fois la Société française de radiologie et la Société française de médecine nucléaire, sous l'égide de la Haute Autorité de Santé.
Les formations que les médecins suivent, en général, c'est soit des diplômes interuniversitaires, des diplômes universitaires, voire des formations aussi en centre de formation continue ou des learning. Pour les kinésithérapeutes, par contre, c'est un petit peu différent, parce que contrairement aux médecins, le kinésithérapeute, il n'est pas formé à l'échographie lors de ses études. L'avis étant récent, évidemment depuis 2015, et du fait d'un manque d'enseignants kinésithérapeutes dans cette discipline, l'échographie dans la pratique kinésithérapique est peu évoquée dans les IFMK. On peut imaginer que ça pourra évoluer dans le futur grâce à la dernière réforme de la formation initiale et l'allongement de la durée des études. Par contre, pour pratiquer l'échographie, le kinésithérapeute a l'obligation de prouver qu'il est compétent après avoir suivi une formation adaptée. Donc actuellement, il existe peu de formations pour les kinésithérapeutes avec un nombre d'heures suffisant, ainsi qu'un contrôle continu des acquisitions de connaissances. Et elles s'intègrent en général dans le cadre de la formation continue proposée par certains organismes de formation. Bah écoute, merci beaucoup parce que je ne connaissais pas la différence, donc du coup c'est super d'avoir ces informations. J'en arrive à la question centrale puisque tu nous as parlé de physio-échographie fonctionnelle. Donc ma question c'est qu'est-ce que c'est que la physio-échographie fonctionnelle ? Alors la physio-échographie fonctionnelle, c'est avant tout une démarche d'utilisation de l'échographie qui s'appuie sur des raisonnements cliniques physiothérapiques EBP, validés et reconnus sur le plan international, et notamment la classification et le diagnostic MDT. Donc le kinésithérapeute doit être clinicien ou doit suivre en tout cas un training de formation clinique, comme le Mechanical Diagnosis Therapy et la thérapie manuelle orthopédique. Ok, et juste est-ce que tu peux repréciser, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont écouter qui ne savent pas ce que c'est que MDT, le terme on va dire plus populaire en France. Le diagnostic MDT, c'est la méthodologie de la méthode McKenzie en fait, notamment de sa classification et son traitement. Donc c'est un outil qui nous permet donc de classifier le patient pour discriminer ce qui est pertinent ou pas sur le plan structurel, notamment, et ça se base sur la réponse symptomatique liée notamment aux mouvements répétés en fin d'amplitude. Alors j'invite à ceux qui veulent plus de renseignements, on a fait un interview, ça devait être juste celui d'avant, où c'est Jean-Philippe Deneville qui répond à mes questions par rapport à MDT, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller retrouver cette vidéo. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer le process de la mise en place de ça ? Alors le process que j'utilise donc en cabinet, c'est avant tout un diagnostic McKenzie qui me permet en fait justement de justifier la pertinence donc de l'échographie, notamment dans une classification qu'on appelle catégorie autre. En fait, grâce à ces données, ça nous permettra de collecter un maximum de données cliniques dans un souci de pertinence de soins, et ça permettra de s'affranchir en fait un certain nombre d'images non pertinentes qui pourraient être visualisées, puisqu'en fait, c'est pas parce qu'on a quelque chose à l'échographie à la base que c'est automatiquement pertinent. Ça permet d'améliorer donc le management dans le traitement structurel des tissus musculo-squelettiques, notamment des nerfs. Et à la suite de la prise de marqueurs échographiques, donc on va prendre des marqueurs complémentaires, des marqueurs cliniques, on va pouvoir faire des actes à la fois de rééducation sous échographie que j'appelle la physioscopie ou de thérapie manuelle écho-assistée. L'avantage, c'est que effectivement, comme je le précisais, tous les troubles musculo-squelettiques, ça ne nécessite pas d'imagerie en général et donc d'échographie. Alors que le vieillissement naturel du tissu mou, il doit absolument être pris en compte. Et l'utilisation inappropriée de l'échographie, en fait, ça pourrait déjà être un problème sur le nombre d'actes, puisque ça pourrait être une augmentation du nombre d'actes, et surtout un risque de nocebo donc, pour le patient. Et à la suite de ça, c'est pour ça que c'est important, et ça m'a paru crucial en fait, de former les praticiens non pas à devenir donc, des photographes, mais bel et bien à un savoir-faire de manière à prendre l'ensemble des données cliniques et échographiques pour en tirer les conclusions nécessaires dans ce souci de pertinence de soins. Alors du coup, concrètement, comment tu l'utilises au quotidien ? C'est-à-dire, imaginons que tu as un patient, une patiente qui arrive, qui vient te voir, qui dit voilà, j'ai une lombalgie par exemple. Est-ce que tu peux nous décrire vraiment succinctement comment tu vas la mettre en place, à quel moment ? Alors, je pense que l'exemple de la lombalgie, c'est pas le meilleur.
plus une douleur au coude ou une douleur à l'épaule. Non, c'est pas que ça n'existe pas au niveau lombaire, puisque j'y suis en train de travailler sur des données assez intéressantes, mais plus sur des données de recherche, on va dire. Donc, c'est pas sur le plan lombaire que j'en ai vraiment plus besoin. Donc, si j'ai une patiente qui vient, par exemple, pour un problème de coude, eh bien, cette patiente va recevoir donc un diagnostic McKenzie. Donc ça, c'est de toute manière pour classifier la pathologie. Et si je l'estime pertinent, notamment si je rentre dans une catégorie ou autre, eh bien, je vais utiliser d'autres marqueurs complémentaires, des marqueurs échographiques. Et là, j'utiliserai l'échographie. Donc, ça me permettra de discriminer une pathologie, par exemple un syndrome canalaire, par rapport à une autre pathologie. Et juste avant, tu as dit que tu utilisais aussi en traitement, ou j'ai rêvé. Oui, alors par exemple, notamment dans la thérapie neurale, en fait, quand tu as un syndrome canalaire ou quand tu as un épaississement, un névrome par exemple, eh bien, ça va pouvoir justement t'aider à localiser ton névrome, mieux expliquer aux patients l'intérêt de faire ces exercices. Donc, il y a un effet vraiment d'éducation qui va être très intéressant grâce à l'image. Et puis toi aussi, de visualisation en temps réel, notamment du mouvement du nerf, en fait, au niveau de sa gaine. Et donc ça t'apporte des mesures qualitatives, en fait, notamment pour ta prise en charge. Ouais, donc ça te donne, il y a vraiment cette notion de marqueur qui est là à la fois pour te situer avant, après, voir l'évolution. Exactement. De la même manière que tu as des marqueurs cliniques avec une sensibilité, une spécificité, eh bien tu as des marqueurs échographiques avec une sensibilité et une spécificité aussi. Et donc, plus tu as l'ensemble des données, plus ça permet d'avoir une meilleure puissance diagnostique au niveau de ton diagnostic kinésithérapique et donc d'avoir justement un traitement le plus appuyé et adapté possible. Ok, jusqu'à présent, on a surtout parlé de patients et de plaintes dans le champ musculo-squelettique, mais c'est aussi utilisable ailleurs pour le kiné? Personnellement, moi non. C'est vrai que moi je suis vraiment très spécialisé donc, dans le domaine musculo-squelettique et dans ce champ-là. Je sais que des confrères développent donc cet outil, notamment dans le champ pulmonaire, quelques-uns dans le champ pelvien, mais je n'ai pas l'expérience pour en discuter et en parler aujourd'hui. Ok. Après cette présentation sur la physioéchographie fonctionnelle, on va passer à la partie pratique en ce qui concerne ta formation. Du coup, tu proposes quelque chose qui est assez innovant. Je crois que tu es le seul en France à proposer ce type de cursus. Est-ce que tu peux nous parler du déroulement de ta formation, justement? En fait, le programme il se déroule donc sur 3 niveaux, donc 42 heures chacun, tous sanctionnés par un examen théorique et pratique avec validation donc d'un cas clinique. Et la mention assez bien est requise pour continuer en fait le cursus dans le niveau supérieur. Ok. Et du coup, tu peux juste expliquer, c'est quoi ces 3 niveaux? Est-ce que c'est par région, c'est par cadran? Ça fonctionne comment? En fait, non, c'est la première partie. Donc, on va expliquer vraiment les bases donc, de la démarche physio-échographie fonctionnelle, les bases de l'échographie, comment acquérir, on va dire, c'est la première main, on va dire, de l'échographe, avec toutes les coupes de base qui doivent être vraiment comprises et sues, notamment par rapport à un sujet sain. Pour ensuite se préparer donc, au domaine thérapeutique kinésithérapique pour les niveaux 2 et niveau 3. Du coup, tu es le seul intervenant dans ce cursus ou il y a d'autres personnes qui interviennent? Je suis le principal donc, intervenant, mais d'autres intervenants comme Gilles Barrette et Nadia Chaval donc, interviennent aussi dans leur champ d'expertise respectif, notamment à savoir le module juridique et le consentement éclairé par Gilles Barrette, puisqu'il me semble important qu'il y ait ce module dans le niveau 1 d'ailleurs, de manière à ce que le kinésithérapeute puisse comprendre son positionnement par rapport à celui du médecin et toutes les obligations et responsabilités qu'il a vis-à-vis de son patient. Aussi Nadia Chaval qui nous fait un module sur les fondamentaux de la communication pour la pratique physio-échographie fonctionnelle. Ça c'est aussi très important sur comment amener la physio-échographie fonctionnelle à son patient et surtout comment lui expliquer pour que ça soit positif pour lui et pas négatif. Et aussi dans le champ du positionnement du kinésithérapeute par rapport au médecin. Ça me paraissait vraiment important de les inclure. D'ailleurs, je souligne que l'organisme de formation physio-échographie fonctionnelle et la formation physio-échographie fonctionnelle, donc elles ont été reconnues donc par le Conseil national de l'ordre
des masseurs kinésithérapeutes et l'Institut d'ailleurs est agréé Datadoc et FIFPL. Du coup, je te demandais, est-ce qu'il y a des prérequis pour accéder à cette formation ? Alors pour les prérequis, en fait, oui. Donc le kinésithérapeute, en fait, doit être clinicien. Ça, c'est important, qu'il ait une expérience clinique, notamment avec le diagnostic MDT ou la thérapie manuelle orthopédique. Maintenant, s'il n'a pas cette expérience, eh bien, il suffira qu'il suive un training de formation via Mackenzie France ou d'autres formations dans la thérapie manuelle orthopédique pour se conformer au process, parce que ça, c'est vraiment une condition indispensable pour obtenir vraiment un praticien qui l'utilise de manière pertinente. Après, on en discutera juste après, mais je pense quand même qu'a priori, les nouveaux étudiants qui vont sortir l'année prochaine, il y a certains cursus, en tout cas certains IFMK, qui ont déjà intégré ce type de raisonnement-là. Donc peut-être que dans les années à venir, le prérequis sera simplement être un kiné. Non, qu'en penses-tu ? Tout à fait, non, ça je suis tout à fait d'accord. L'évolution des études vers l'universitarisation change complètement les données. Et évidemment qu'un kinésithérapeute qui sortira avec sa formation initiale n'aura pas les mêmes acquis en fait qu'un kinésithérapeute donc de ma génération. Maintenant, la porte n'est pas fermée, en tout cas pour le kinésithérapeute qui souhaite en fait acquérir ces compétences, libre à lui de se former justement via ces formations de manière à avoir un niveau clinique suffisamment pertinent pour ensuite se former à l'échographie. Donc c'est une condition qui est nécessaire. Ça c'est sûr. Maintenant, il peut la faire de manière concomitante s'il le souhaite. À lui de choisir son timing, on va dire. Mais je pense qu'il vaut mieux. Je pense que le meilleur profil, c'est quand même un kinésithérapeute qui a déjà une expérience clinique. Donc on a parlé des avantages, de ce qu'elle pouvait amener dans la pratique. Est-ce que tu vois des freins au développement justement de cette spécialisation ? Est-ce que tu en as identifié ? Oui, alors j'ai identifié 3 freins. Le premier, c'est que pour acquérir cette compétence, ça demande un nombre d'heures de formation vraiment important. Quand tu regardes déjà mon cursus, on est presque de l'ordre de 130 heures de formation. Et en plus, elle est exigeante puisque en fait, les stagiaires, donc, ils doivent faire un gros travail personnel en sus de l'enseignement. Et eh bien, donc, ils ont des travaux à remettre, plus leur examen théorique et pratique, qui est relativement exigeant. Mais c'est, je pense, la clé d'avoir des kinésithérapeutes bien formés donc, à cette pratique. Et pour moi, c'est une question de responsabilité. D'accord, donc le premier frein, c'est ça ? Voilà. On va parler de 3 freins. Hein, le deuxième frein, en fait, c'est plus un manque de connaissance de la convention des kinésithérapeutes sur le fait qu'ils peuvent pratiquer un acte non remboursable. C'est vrai que beaucoup de kinésithérapeutes pensent qu'ils ne peuvent utiliser que des actes qui sont intégrés à la nomenclature. Et donc, le fait que ce ne soit pas intégré à la nomenclature, ils n'osent pas proposer un type d'acte complémentaire à leurs patients. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, par exemple, des médecins peuvent recommander certains traitements médicaux qui n'ont pas forcément reçu un AMM à ce stade, mais s'ils estiment pertinent par rapport aux données de littérature, eh bien, ils ont le droit de le proposer au patient à partir du moment où il a son consentement. C'est exactement la même chose en fait dans ce type d'acte. C'est un acte qui peut être pertinent en fait par rapport au process que j'ai pu décrire. Et donc, il me semble intéressant de le proposer au patient si ça lui permet justement de le faire avancer, voire de mieux l'orienter. Le troisième frein, bien, c'est l'acquisition de l'appareil. Évidemment, il n'y a pas d'échographie sans échographe. Et donc, bien, même si ça s'est démocratisé, un appareil de qualité reste encore un coût. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je recommande aux stagiaires d'attendre donc, la première partie du niveau 1 afin qu'ils aient vraiment la compétence minimum pour choisir de manière éclairée leur appareil. Et surtout, après en avoir compris les objectifs. Il faut que ça soit adapté évidemment à notre pratique, mais en même temps, il ne faut pas se soustraire à la qualité. La qualité de l'appareil, c'est primordial pour obtenir l'acquisition de bonnes images. Et, surtout qu'il s'agit déjà d'un examen opérateur dépendant. Il ne faut pas rajouter de l'erreur à l'erreur. Ok, en t'entendant, là, je me rends bien compte que c'est des compétences qui sont difficiles à acquérir.
Et du coup, je me pose la question, quand je regarde ce qui est disponible sur le marché en termes de formation, je trouve que ce que tu proposes est différent des formations courtes qu'on peut voir sur 1-2 journées. J'ai toujours été un petit peu sceptique sur la capacité qu'on peut avoir après ce genre de formation d'une journée. Finalement, c'est juste, pour moi, c'est une initiation, c'est même pas une initiation, c'est une découverte de la technologie. Comment tu te positionnes par rapport à ces formations très courtes qui parfois vendent ensuite un peu du rêve, quoi. Après, ça me paraît toujours difficile de parler des autres formations que je ne connais pas forcément, si ce n'est en tout cas effectivement, je pense que ça peut être une découverte pour certains kinésithérapeutes, mais en tout cas il me paraît essentiel que le message soit bon dès le départ. C'est-à-dire que si le message n'est pas appuyé sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir des qualités cliniques pour éprouver ce genre d'examen, et bien là on risque vraiment d'aller sur une pente glissante qui fait que au mieux on est sur le sert à rien et au pire le kinésithérapeute se rapprocherait d'un exercice illégal de la médecine. Et ça me paraît essentiel en fait. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé la démarche physio-échographie fonctionnelle sur ce critère, à la fois qualitatif et surtout de respecter les compétences du kinésithérapeute. Et ça demande évidemment du temps d'explication. Après, ça peut toujours être une porte d'entrée, mais en tout cas, certainement pas une finalité. Ok. On va parler un petit peu de l'avenir. Qu'est-ce que tu envisages de faire les 2 années à venir, que ce soit à titre personnel, enfin je veux dire plus singulier au niveau professionnel, ton parcours professionnel, et puis pour la physio-échographie fonctionnelle? Eh bien, déjà, l'année 2019 va être relativement chargée pour moi, puisque je suis super heureux de commencer le diplôme MDT, donc le programme l'année prochaine, puisque je suis inscrit donc pour le diplôme. Donc ça va me demander certainement énormément de temps. Donc proposer quelques formations niveau 1, notamment en physio-échographie fonctionnelle. Et j'espère poursuivre à la suite de ça en 2020 ou 2021, on va dire, un master sciences physiothérapie au King's College de Londres. Ça c'est important pour moi, parce qu'il est intégré aussi par l'IFOMT. Et j'ai des projets de développement de protocoles de recherche clinique et d'échographie. Donc on va dire que j'ai un petit peu du pain sur la planche. En même temps, c'est très important pour moi de développer donc l'école de la santé du dos pour les patients. D'ailleurs, je recherche des kinésithérapeutes motivés par le raisonnement clinique, par l'éducation thérapeutique, pour venir travailler avec moi. S'ils le souhaitent, évidemment, ça sera avec plaisir de développer une équipe sur ce projet qui me tient à cœur déjà depuis près de 18 ans. Super, donc tu vas avoir plein de choses à faire et un programme assez chargé du coup. Moi je pense que au contraire c'est bien d'avoir des choses programmées, parce que ça permet de maintenir une dynamique. Du coup, si tu veux bien, on va passer aux questions d'actualité. Comme d'habitude, je pose systématiquement les mêmes questions, et c'est vrai que les personnes que j'interviewe ont souvent des réponses différentes, puisque dans le temps, les choix, la politique, les choses comme ça évoluent au niveau kinésithérapique. En ce qui concerne les études de kiné, tu n'es pas sans savoir, ça je sais que tu connais très bien ce truc-là, qu'elles ont changé, il y a une année en plus. Quelle est ta vision sur ce changement ? C'est formidable. En tout cas, je pense que cette réforme qui ouvre la voie à l'universitarisation me paraissait vraiment indispensable. Et on peut imaginer que de nombreux confrères et consoeurs continueront leur formation via des masters de spécialité ou des doctorats de recherche. Évidemment, la pratique du kinésithérapeute actuellement est en voie vraiment de mutation, avec l'acquisition de plus de responsabilités et un niveau d'exigence encore jamais atteint. Et ça, c'est vraiment important, puisque le kinésithérapeute, il va évoluer vraiment vers l'ingénierie de la santé. Et il prendra des décisions, et il prendra vraiment toute sa place comme un maillon essentiel dans la chaîne de décision clinique. D'ailleurs, à propos, en tant que membre du comité scientifique, je donne rendez-vous au prochain JFIA,
qui se dérouleront à Montpellier en février prochain, avec comme fil rouge évaluer pour mieux traiter. Donc on ne pouvait pas avoir mieux comme fil rouge. Et je pense que ça peut vraiment être un point de départ pour cette nouvelle dynamique qui sera donnée donc à notre profession. Et j'aurai le plaisir également de copiloter avec Alexandre Kubicki et Gilles Barrette, donc une table ronde sur l'accès direct et la pertinence des soins. L'accès direct, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que mon exercice est en grande partie basé sur l'accès direct. Et donc je souhaite partager cette expérience avec mes confrères et consoeurs, puisque pour moi l'accès direct va aussi avec la pertinence des soins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le kinésithérapeute prendra toute part vraiment dans son diagnostic pour justifier s'il est pertinent de faire un soin physiothérapique via son diagnostic, eh bien on aura des actes adaptés et justifiés et qui aideront justement dans les prises de décision de manière conjointe et collaborative avec les professionnels de santé, et notamment les médecins. Donc en fait, cette expérience-là est vraiment intéressante et je pense que la France peut se grandir de suivre la voie anglo-saxonne qui a été développée déjà depuis de nombreuses années. Je ne peux que être en accord avec ce que tu viens de dire. Alors évidemment, je suis complètement d'accord avec ça. Je voulais juste rajouter pour ceux qui écoutent, s'ils ne savent pas, en fait, qu'on se connaît en dehors, que moi aussi je suis au comité scientifique et donc forcément je ne peux être que en accord avec toi. Donc je pense que c'était important de préciser que j'avais ce petit lien d'intérêt avec la SFP et puis l'organisation de ce JFK. Évidemment, il faut absolument venir parce que je pense que ça va être un merveilleux congrès cette année. On va avoir plein de bonnes choses. Et cette table ronde que vous organisez sur la première intention, sur l'accès direct, tout ça, je pense que c'est quelque chose d'avenir et j'espère, ce que je dis souvent à mes interlocuteurs en off, j'espère pouvoir le voir de mon vivant, ça serait super. En tout cas, du vivant, que je serai toujours kiné quand ça arrivera. Toute autre chose, mais ça y touche un petit peu. Actuellement, l'ambiance générale de la profession est un petit peu malmenée, en tout cas j'ai l'impression, puisqu'on a eu un mouvement de protestation le 5 juillet, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé de cette ampleur-là, suite à différentes choses. Quelle est ta position par rapport à ce climat général, ces professionnels que tu côtoies ? Effectivement, hein, on sent qu'il y a une morosité ambiante dans notre profession, dans différents secteurs, que ce soit conventionnel, que ce soit via d'autres professions. Mais on a quand même une base vraiment énorme, c'est notre champ de compétences. Et il va falloir justement, par contre, aller vers l'exigence de cette compétence. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'aller vraiment vers du qualitatif, montrer notre valeur sur le plan santé publique. Et je pense que c'est ça vraiment qui peut changer. On peut dire ce que l'on veut si les différents acteurs n'ont pas compris l'intérêt d'un triage, d'une évaluation par le kinésithérapeute pour prévenir toutes ces pathologies musculo-squelettiques qui ont un coût énorme sur notre santé publique. Les kinésithérapeutes ne pourront pas avancer. Et donc pour moi, c'est vraiment l'exigence via une pertinence de soins kinésithérapiques qui feront évoluer les choses de manière beaucoup plus rapide. Je pense que c'est notre voie et c'est celle-ci qu'il faudra suivre. Ok, super. 2 questions pour terminer. Je te donne une baguette magique et tu peux revenir en arrière. Et ma question, c'est est-ce que tu changes quelque chose au niveau de ton parcours professionnel ? Ou bien est-ce que tu changes quelque chose sur les décisions prises par la profession au sens plus large ? Ouais, sur la profession, effectivement, je pense qu'on aurait pu aller plus vite. Quand on regarde ce qui a évolué outre-Atlantique, l'évolution de notre profession outre-Atlantique, eh bien, c'est autonomisé de manière plus rapide que chez nous, pour des raisons qu'on n'évoquera pas ici, mais en tout cas, on va dire plus ou moins complexes. J'espère que tous les leviers seront levés pour justement arriver à ce niveau de liberté d'exercice qui nous aidera certainement à cette pertinence de soins. Sur un plan plus professionnel, comme tu le sais Mathieu, je suis plutôt scientifique,
Donc, j'ai besoin de toujours vérifier. Et c'est pour ça que le raisonnement clinique m'attire. Et donc, tu comprends bien que j'ai passé donc un bac C. Et à l'époque, je minimisais vraiment l'anglais. Et donc, si je devais refaire quelque chose, c'est que j'aurais certainement été plus sérieux dans mon apprentissage de mon anglais. J'aurais certainement gagné du temps pour obtenir ce sacré 6,5 points à l'IELTS. J'aurais peut-être commencé plus tôt le diplôme MDT. Mais voilà, après, ça m'a permis de développer autre chose en attendant et d'être prêt le jour J. Ok, ben merci beaucoup pour aujourd'hui, Sylvain, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comme d'habitude, je vais mettre en bas de la vidéo tous les liens, la plupart des liens dont on a parlé. Si jamais il vous manque des choses, je mettrai également, avec ton accord, ton adresse mail, si les gens veulent communiquer avec toi, le lien pour l'échographie fonctionnelle, ces différentes choses. Et puis, bah, merci pour aujourd'hui. Merci Mathieu, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement sur à plein d'endroits différents ou dans ton cursus de formation. Avec plaisir. Et puis, dans tous les cas, rendez-vous au JFK, donc à Montpellier, en février 2019. Ça marche, bon, on y sera. En tout cas, moi, c'est sûr que j'y serai. À bientôt, salut. À bientôt.